Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes réunis ici pour accueillir le Premier ministre Dominique de Villepin pour un débat. Alors, grande tradition de débat à Dauphine, d'abord par l'association, et d'autre part parce que, après tout, nous sommes dans des bâtiments qui ont été conçus, évidemment, pour des débats, et donc je pense qu'ils seront riches. Je vais tout de suite céder la parole, bien évidemment, à une personne que vous connaissez tous, ancien Premier ministre, et qui a été particulièrement reconnu au niveau international pour un certain nombre d'actions. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir le Premier ministre Dominique de Villepin. Bonsoir Dauphine. C'est un plaisir de vous accueillir dans le grand amphi de notre chère université pour le premier événement de la saison 2011-2012 organisé par Dauphine Discussion Débat. Comme vous pouvez l'imaginer, 2012 s'annonce comme une année très croustillante en termes de politique. L'année présidentielle va déchaîner les passions et DDD vous promet une année exceptionnelle. Si tout se passe bien, tous les grands protagonistes de la présidentielle viendront s'exprimer à cette tribune. 2012, c'est également les 10 ans de DDD. L'association s'apprête à couvrir sa 3e campagne présidentielle. Depuis une décennie, la plupart des responsables politiques sont venus s'exprimer ici. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé, Lionel Jospin. Comme l'avait dit le président Laurent Batch ici même, bientôt nous pourrons organiser le Conseil des ministres à Dauphine. Au fil des ans, nous sommes devenus la première tribune universitaire de France. Quoi de mieux pour débuter cette belle saison que de recevoir un ancien Premier ministre, figure emblématique de la droite chiracienne et aujourd'hui potentiel présidentiable. J'ai nommé Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais, si vous le permettez, dresser un court portrait de votre carrière politique afin de vous présenter aux étudiants. Cependant, tout le monde vous connaît, tout le monde se souvient de votre prestation historique à l'ONU et du cuisant échec du CPE. Ainsi, une chronologie exhaustive de vos actions en tant qu'homme public ne serait pas la manière la plus intéressante de vous présenter. J'ai donc choisi l'art de la métaphore. Monsieur le Premier ministre, la formule est d'usage car contrairement à la précarité du poste, le titre honorifique reste à vie. Nous avons tout de suite envie, en vous voyant, de vous comparer à un personnage historique. Mon choix s'est évidemment arrêté sur Napoléon Bonaparte, dont vous êtes un biographe et surtout un grand admirateur. Comme Bonaparte, qui a gravi les échelons du pouvoir par une grande carrière militaire, avant de s'impliquer dans les affaires politiques, vous faites vos armes dans la haute fonction publique et plus spécifiquement aux affaires étrangères. C'est une trajectoire classique pour l'énarque que vous êtes, et à ce propos, je tiens à souligner que vous étiez dans la même promotion que François Hollande et Ségolène Royal. On vous reproche souvent d'être un pur produit de la technocratie républicaine. Vos opposants mettent un point d'honneur à souligner le fait que vous n'ayez jamais été élu. Vous vous rapprochez ensuite du clan Chirac, dont vous serez secrétaire de la présidence de la République. Votre instinct guerrier vous amène sous les feux de la rampe et Chirac vous nomme ministre des Affaires étrangères en 2002. Nous approchons de votre heure de gloire, votre soleil de Serlitz. Je parle évidemment de votre intervention à l'ONU où vous expliquez aux yeux du monde entier que la France ne s'engagera pas en Irak. Votre posture internationale est établie. Peut-être est-ce la voie impériale pour accéder à la fonction suprême. Après un passage au ministère de l'Intérieur, vous devenez enfin Premier ministre. Votre heure semble proche. Vous apparaissez comme l'homme fort de Chirac et on assimile le succès de l'ONU à votre personne. La route est cependant semée d'embûches. Et surtout une, Nicolas Sarkozy.
C'est votre ennemi héréditaire, lui l'atlantiste libéral et vous le gaulliste. L'Angleterre contre la France. Trafalgar va-t-il se reproduire? Vous qui, à 15 ans, en mai 68, étiez le seul gréviste de votre établissement à Caracas, ce sont ces mêmes lycéens protestataires qui vont vous faire tomber. Les étudiants ici présents ont peut-être contribué à bloquer leur lycée en 2006. Ils ont participé à votre chute. Ce fut votre campagne de Russie, la Bérésina. Sarkozy avait déjà commencé sa campagne et vous connaissez la suite. Dominique de Villepin, bienvenue à Dauphine. Merci. Bravo. Je vais maintenant laisser la parole à deux étudiants de Dauphine Discussion Débat, Marie et Antoine, qui vont interviewer l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. La mode et la musique, c'est identique. Bonsoir à tous et encore merci à vous tous d'être présents. On va attaquer de ce pas. Attaquer n'est pas trop fort. Voilà, donc, parce qu'avant de passer aux questions de fond, aux questions économiques, on va commencer par quelques petites questions politiques. D'abord, surtout dimanche dernier, s'est tenu le second tour de la primaire socialiste, qui a désigné son candidat, François Hollande. D'après vous, peut-il gagner contre Nicolas Sarkozy ? Bien sûr. Ça c'est dit. Il a à tout le moins une chance sur deux et il a le bénéfice de la nouveauté. Alors en politique, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient, ça dépend des circonstances. Je crois que la principale inconnue de l'élection présidentielle aujourd'hui, ce sont bien les circonstances. Le général de Gaulle, à juste titre, avait dit l'élection présidentielle, c'est la rencontre des circonstances et d'un homme. Il aurait pu dire des circonstances et d'une femme. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas trompé. C'est bien des circonstances et d'un homme. J'allais dire malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui provoquera la défaite ou la victoire de l'un ou l'autre candidat ? Alors d'abord, le grand arbitre, j'y reviens, ce sont les circonstances. Et vous qui étudiez dans une grande université, vous qui êtes au fait des réalités du monde contemporain, vous en sentez le poids tous les jours. La France, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a de formidables atouts, mais c'est aujourd'hui un pays qui traîne un boulet. Ce boulet, vous en connaissez en gros l'équation, on peut le rappeler en quelques chiffres. 1600 milliards de dettes, près de 10% de taux de chômage, 100 milliards de déficit public, 70 milliards de déficit commercial. Vous voyez que cette équation n'est pas une équation rose. Est-ce qu'elle est bleue? Nous le verrons. Mais en tout état de cause, pour le candidat sortant, il faudra expliquer pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Justement, et pour l'impétrant, pour citer l'un des finalistes des primaires socialistes, pour l'impétrant, pour celui qui postule à la fonction suprême, que ce soit François Hollande ou n'importe quel autre, il faudra expliquer comment nous réglerons ce problème majeur de la France, qui n'a pas été réglé dans les dernières années, comment nous le réglerons dans les prochaines années. Donc là, les Français seront devant une responsabilité majeure. Soit la peur l'emporte et la frilosité l'emporte et on se dit, après tout, on sait qui on a, gardons celui qu'on a. Soit on se dit, vraiment, on n'en peut plus, tournons la page, et alors l'aspiration au changement l'emportera. Je suis très tranquille en vous disant cela parce que c'est une règle absolue de la politique. Justement, avant le 31 décembre, nous ne pouvons faire aucun type de spéculation. Le véritable point de départ de la présidentielle, ce sera, fixons une date un peu arbitraire, le 1er février. Donc avant cela, c'est vraiment le doigt mouillé dans le vent. On reviendra aux questions de dette, mais c'est la suite prévue de ce débat. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire partager à tous le communiqué de presse de République Solidaire, donc le parti de Monsieur le Premier ministre, suite à l'annonce du résultat des primaires socialistes. Je vous le lis, il fait 3 lignes. Les socialistes ont leur candidat, François Hollande. La droite a son candidat, Nicolas Sarkozy. La France, silencieuse, attend son candidat, Dominique de Villepin. Alors... Ça a le mérite d'être clair.
Donc, Alors, il faut citer quand même l'auteur de ce communiqué, qui n'est rien d'autre que le président que je salue, qui est ici de République Solidaire, Jean-Pierre Grand, un député du sud de la France qui a beaucoup de talent et du panache. Alors certes, vous n'êtes pas l'auteur direct de ce communiqué, mais la question quand même qui découle directement d'une telle annonce est simple. Dominique de Villepin, êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle ? Alors je l'ai dit et redit, cette question ne pourra trouver sa réponse, en tout cas je n'y apporterai une réponse qu'au début de l'année prochaine. Ce n'est pas du tout par souci de prendre mon temps ou souci de différer cette réponse, mais tout simplement parce que le temps des présidentielles, c'est un temps important, c'est un temps très court et en même temps très long, c'est quelques mois, et ces quelques mois, ce n'est pas d'ici la fin de l'année. Tout ce qui se passe d'ici la fin de l'année est à consommation rapide, c'est-à-dire à usure rapide. Regardez, il y a une semaine maintenant, il y avait le premier tour des primaires. Qui s'en souvient? Non mais qui s'en souvient? Je me souviens des larmes de Ségolène Royal. Mais voilà, mais je suis comme vous. J'ai été sensible et je me souviens des larmes de Ségolène Royal. Et du triomphe instantané d'Arnaud Montebourg. Mais c'est l'Antiquité, une semaine après. Donc déclarer une candidature aujourd'hui, c'est la garantie de l'amnésie ou de l'oubli dans les 2 prochains mois. Les 2 prochains mois, ils sont très importants parce que ce seront 2 mois de silence ou de quasi-silence politique. François Hollande, et je lui conseille, mais je crois qu'il l'a compris, a besoin de vacances. Donc à partir du meeting du week-end prochain, il se fera discret, et il a raison. C'est sans doute une part de l'erreur de la campagne socialiste de 2007. On ne va pas à découvert, alors même que les Français ne sont pas dans le match. Les Français, ils ont des préoccupations très concrètes. Le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat, les emprunts qu'ils auront du mal à rembourser, l'inquiétude de ce qui va se passer. Vous disiez? Les partiels aussi, pour nous. Oui, les partiels pour vous. Les partiels pour vous. Ça me paraît pas insurmontable. Enfin, quand on est des élèves de talent, parce que si vous êtes là, vous avez du talent, avec un tout petit peu de travail, vous franchissez le cap des partiels. Et puis en plus, vous pouvez tous gagner. C'est pas comme les socialistes. Hein? Bon. Donc vous avez tous vocation à gagner, avec un peu d'effort. Donc vous voyez bien qu'il faut être en phase avec la préoccupation des Français. En plus, le candidat sortant, le président de la République, a dit clairement, et il s'y tiendra, qu'il n'annoncera pas sa candidature avant le début de l'année. Et c'est plutôt février, à mon sens, que janvier, puisque janvier, c'est les vœux. Et janvier, il parle gratuitement sur tous les micros de France et de Navarre, il s'exprime sur tous les sujets, en toute impunité, puisque son temps de parole n'est pas décompté. Donc, c'est vraisemblablement pas pour commencer sa campagne avant, donc, le mois de février. Donc dans ce contexte, déclarer sa candidature n'a pas de sens. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que mon engagement à participer au présidentiel est total. Pourquoi? Parce que vous n'imaginez pas un gaulliste, voyant son pays, la France, dans la situation où elle est, tranquillement couler des jours heureux à regarder couler la Seine. J'adore la Seine, j'adore la Loire, j'adore le Rhône, j'adore la Saône, j'adore la Durance. Enfin, je ne suis pas Goethe regardant couler le Neckar. J'aimerais, mais par moments je me dis que j'aurais mieux fait de tremper ma plume dans l'encre et de continuer à faire des vers. Mais je suis convaincu que dans cette élection se joue le destin de la France, pas pour 5 ans, mais pour 10 ans, pour 20 ans, pour plusieurs décennies. Et vous le savez ici mieux que personne, la hiérarchie des puissances mondiales a basculé au tournant du siècle. Et elle a basculé pour une durée longue. Ne l'oublions pas, quand la Chine, il y a 4 ou 5 siècles, est tombée dans l'oubli. Elle est tombée dans l'oubli pas pour 10 ans, pas pour 20 ans, pas pour 30 ans, pour une longue période. Donc, l'endormissement des nations, ça peut être pour un temps long. Le réveil des nations, ça peut être tout de suite. Ce que je souhaite, c'est que la France se réveille.
Pour que la France se réveille, il faut que ses élites, ses responsables politiques, économiques, sociaux, et plus que jamais, nous avons besoin d'élites renouvelées, diversifiées, changées. Moi, j'ai connu une France où les élites étaient issues quasiment du même moule. Aujourd'hui, toutes les élites se ressemblent. Elles participent tous du même bénéfice financier, d'une même fabrique. Et ceci doit changer dans notre pays si l'on ne veut pas désespérer les classes moyennes et les classes populaires qui sont hantées par la crainte du déclassement. Donc dans ce contexte-là, nous avons besoin de renouveler les élites, nous avons besoin de citoyens, et je souhaite y revenir, d'un peuple citoyen où chacun prenne ses responsabilités. Et dans ce contexte-là, je n'imagine pas de rester sur l'Aventin, de regarder les choses se faire ou se défaire, plutôt se défaire d'ailleurs. Alors on me dit toujours, mais vous êtes seul. Moi, j'ai une vocation dans cette campagne présidentielle, et j'entends la remplir. Très bien. C'est d'être... Vous avez... Oui, mais je vais jusqu'au bout. C'est d'être... Je suis très difficile à interrompre. Hein. C'est d'être le rassemblement. Nous voyons une gauche qui veut se rassembler. Nous allons voir Nicolas Sarkozy souhaiter le rassemblement de la droite. Mais qui va rassembler les Français? Moi, je veux rassembler les Français. C'est ce qui m'intéresse. Et à partir de là, il y a deux façons de rassembler en France. Rappelez-vous, 1940, le maréchal Pétain a rassemblé les Français. Ils étaient nombreux. Et puis le général de Gaulle a rassemblé les Français. Il était tout seul, avec quelques paumés qui l'ont accompagné à Londres. Eh bien, même à peu nombreux, il est essentiel de faire vivre le rassemblement parce que ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution pour la France en dehors de l'union nationale. Donc je veux, dans cette élection présidentielle, être porteur d'un projet. Et ce projet, c'est celui du Rassemblement national. Il n'y a pas des gens intelligents à gauche et des crétins à droite. Il n'y a pas des crétins à droite et des gens intelligents à gauche. Il y a des Français qui doivent tous, par leurs compétences, être choisis et qui ont vocation à renouveler en profondeur, à refonder en profondeur notre pays. Refondation politique, refondation économique, refondation sociale, refondation culturelle et internationale. C'est un immense chantier, mais ne rien changer, c'est la garantie d'un déclin français. Donc, parlons en effet vous avez dit parler des élites, renouvellement social. On voudrait aborder en premier lieu le sujet des étudiants et des universités, également des grandes écoles. Marie, vas-y. À toi. Donc, vous êtes ici à l'université Paris-Dauphine, une université bien particulière puisque c'est la première à recevoir le label de grand établissement et le droit de sélectionner ses élèves. C'est un modèle républicain pour certains, élitiste pour d'autres. En tout cas, c'est un modèle. L'autre particularité de Dauphine, c'est que ces masters deviennent payants en fonction du revenu des parents. Donc voilà, c'est une université qui a un fonctionnement très particulier. Est-ce que vous pensez que ça peut être, ce modèle d'université peut être au final un modèle à universaliser en France, un modèle parfait en quelque sorte? C'est parfait. Je me méfie des modèles d'une manière générale. Vous savez, c'est comme les premiers de la classe. Si vous les reproduisez, vous avez une classe totalement inopérante. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir les trajectoires. Personne ne s'est jamais amusé à faire la trajectoire des premiers de classe. En général, elle ne correspond pas à la place qu'ils occupaient dans la classe. Il est bien rare de voir les premiers de classe être les premiers dans la carrière qu'ils ont menée, dans quelque secteur que ce soit d'ailleurs. Donc on a besoin de diversité et il y a des cancres qui font des carrières formidables et souvent ils ont une personnalité forte et dans la vie la personnalité ça aide. C'est pour vous dire que vous soyez premier ou dernier, l'avenir est celui que vous ferez. Et par définition, nous vivons dans un monde où la clé, c'est la diversité et la mondialisation. Si vous êtes mondialisé dans votre tête, mondialisé dans les outils qui sont à votre disposition, vous serez capable à chaque étape de vous adapter dans des carrières qui ne seront plus des carrières uniques. On ne commence pas à 25 ans dans un poste en or pour terminer dans une chaise dorée à 55 ou 60 ans. Non. Tout est à refaire tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 10 ans. Donc dans ce contexte, il n'y a pas de modèle. Il y a le choix d'un développement universitaire et ma conviction, c'est que la France doit évoluer vers un modèle global où universités et grandes écoles doivent d'une façon ou d'une autre fusionner. C'est justement le cas à Dauphine. Justement, c'est en ça que la procédure qui vise à adosser des universités à des grandes écoles me paraît bonne. Parce qu'on a besoin d'élèves qui soient à la fois très performants, mais en même temps d'élèves qui soient très différents. Et cette émulation sert et les uns et les autres. Il n'y a rien de pire que les grandes écoles où ils soient tous destinés
à des destins formidables, et les universités où on traîne des complexes et on se dit, après tout, qu'est-ce que je ferais par rapport aux polytechniciens, par rapport à l'énarque ou par rapport aux normaliens. Je crois que c'est absurde, donc il faut un système d'interaction, d'émulation et un système vivant. Donc à chaque fois, constituer des pôles universitaires, ça j'y crois, où il y ait cette diversité, y compris diversité qui peut être accrue par des instituts universitaires techniques, par des écoles professionnelles. Je suis convaincu que nous avons besoin, par exemple dans notre pays, de grandes écoles professionnelles. Regardez la cuisine. Vous êtes peut-être amateur de bonne chère. Masterchef. Masterchef, ça existe. Vous voyez des gens qui, tranquillement chez eux, à 30-32 ans, sont capables de faire une cuisine d'exception. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas en France une grande école de cuisine qui, dans les grands palaces mondiaux, dans les grands hôtels internationaux, dans les grandes écoles de cuisine qui se créent en Chine, en Corée, au Brésil, ne soient des stars, des chefs de file, comme on pourrait avoir des champions olympiques de judo ou de foot qui créeraient autour d'eux des ensembles sportifs dans les cités. Donc on a besoin de cette émulation, on a besoin de cette exemplarité, et je crois que cette diversité qui casserait les cloisons entre l'artisanat, la tradition et la sphère dite intellectuelle, tout cela est susceptible de changer complètement l'esprit dans notre pays. C'est justement, entre autres, ce qu'a fait et proposé Nicolas Sarkozy avec les pôles d'excellence. D'ailleurs, Dauphine a rejoint un pôle composé de Dauphine, de Normale Sup, des Beaux-Arts, donc un pôle assez diversifié. Est-ce que vous pensez que justement Nicolas Sarkozy a fait une bonne chose? Je pense que c'est sans doute la réforme la plus emblématique de son quinquennat. Donc, vous le reconnaissez, justement? Ah ben ça, je le reconnais très volontiers, et il faut bien qu'il y en ait une. Donc de ce point de vue-là, je suis très heureux qu'elle touche l'université, et je vous rappelle que je l'avais préparée, puisque je n'ai eu de cesse, pendant les 2 années où j'étais Premier ministre, de mettre l'accent justement sur cette autonomie universitaire et de préparer ce qui a été finalement la réforme qu'il a faite, et bien faite, avec des ministres qui se sont fortement engagés. Je vous précise tout de suite que je ne pense pas du tout que la réforme soit finie. Mais pas du tout. Parce que quand on regarde notre situation en matière universitaire par rapport à l'échiquier mondial, nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Et je suis convaincu que c'est le début d'une réforme qui doit s'amplifier et se développer au cours des prochaines années. Justement, la réforme dont on parle, c'est la loi d'autonomie sur l'université qui leur procure une autonomie dans leur gestion budgétaire et leur gestion des ressources humaines. Autonomie qui est encore très limitée, malheureusement. Oui, on est en train justement de la poursuivre. Donc ça doit conduire à une gestion interne qui doit être meilleure. Donc pour vous, on doit poursuivre cette logique, et qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qui pourrait concrètement être mis en place pour encore améliorer l'université? Alors, première chose, je pense qu'il faut considérablement accroître les moyens des universités. Rien n'est plus frappant quand vous vous promenez à travers le monde, et c'est ce que je fais à longueur d'année, que de constater le décalage croissant qui existe entre les moyens des universités françaises et les moyens des universités des grands pays, développés ou émergents. Vous allez en Afrique du Sud, vous regardez les universités sud-africaines, très honnêtement, je vous souhaite d'y passer quelques années. Vous y verrez des outils d'une modernité et d'une qualité formidable. Vous allez en Chine, inutile de vous dire qu'il y a aujourd'hui des universités qui disposent de moyens, qui disposent par ailleurs d'un nombre d'étudiants. Quand vous avez des universités avec 30 000, 40 000, 50 000 personnes, c'est dire à quel point vous avez là un vivier d'intelligence, un vivier de qualité tout à fait exceptionnel. C'est pareil au Brésil ou dans d'autres pays. Donc je pense que nous avons un effort considérable à faire en termes de moyens, et donc d'autres sources de financement possibles. Quelles sont ces sources, justement? Alors, parmi les sources de financement, il y a évidemment le partenariat avec les entreprises. Le mécénat d'entreprises dans la plupart des grands pays, c'est le cas aux États-Unis, à travers le système des fondations, le système des donations, est un système qui constitue une irrigation des universités considérable. Le fait de pouvoir permettre à une entreprise de financer des postes de professeurs par justement de l'argent qui est bloqué dans le cadre de fondations et qui permet de payer des chaires d'université est un moyen tout à fait excellent. Il y a la même chose au Royaume-Uni. Donc de ce point de vue-là, nous manquons de ressources. Pour avoir de bons étudiants, il faut de bons professeurs. Et pour avoir de bons professeurs, il faut accepter de les payer beaucoup plus que nous ne le faisons en France. Donc je crois que là, vraiment, il y a un effort considérable à faire. Deuxièmement, je reste convaincu que les moyens de l'université sont vétustes.
Moi, j'ai fait ma première année de Sciences Po ici même, à Dauphine, puisqu'à l'époque... Quelle année? C'était dans l'Antiquité. Mais enfin, c'était ici, et déjà, c'était vétuste. Ça l'est toujours. Oui, mais je le sais. L'OTAN nous avait légué sa grande machinerie, sa grande tuyauterie, mais aussi sa lourdeur et sa vétusté. Là aussi, il y aura sans doute des leçons à tirer. Mais en ce qui concerne l'université de Dauphine, je crois que vous disposeriez de 20 hectares, de 3 terrains de foot, de 2 piscines, une couverte, vous vous en tirez mieux. Je crois qu'on a besoin d'espace pour s'épanouir. Or, ce n'est pas dans des locaux restreints qu'on a envie forcément tous les matins de se lever et de se dire tiens, je vais aller au cours du professeur Intel. Non, ce n'est pas dans des cafétérias qui n'ont de cafétéria que le nom, parce que si on veut vraiment se nourrir, il vaut mieux aller ailleurs. Cher Crous. Bah, oui, mais c'est pas à la hauteur. Voilà, c'est pas à la hauteur de l'ambition qu'est la nôtre. Donc je reste convaincu qu'il y a d'énormes progrès à faire. Alors que par ailleurs nous réformions le système de financement des études elles-mêmes, par le biais des élèves. Moi, j'ai été très frappé, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, par le fait qu'on pouvait beaucoup plus facilement financer ces études par des prêts bancaires. C'est pour cela que je propose la création d'un service public bancaire qui non seulement aurait l'obligation de financer les PME, un certain nombre de projets, mais pourrait, par exemple, financer des parcours étudiants sur la base de parcours d'excellence ou de mérites particuliers. Mais il est évident qu'on devrait pouvoir, en toute tranquillité, financer ces études par des prêts extrêmement avantageux qui seraient remboursés au fil des années dès lors qu'on sort d'une école qui vous permet d'accéder à des emplois relativement sécures. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une diversité de sources de financement qui me paraît extrêmement important. Nos universités ont trop peu de moyens, et quand vous vivez de façon vétuste, j'allais dire, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas, mais vous vous y habituez. Voilà, vous vivez petitement. Quand vous vivez avec de l'espace vert, avec des choix très grands, avec des activités culturelles extrêmement diverses, eh bien, ça vous agrandit la tête, ça vous agrandit l'horizon, vous avez envie de faire des projets, vous pensez plus grand. C'est pour ça que pendant des années, tous les Français qui allaient aux États-Unis et qui prenaient la route 99, au 10e kilomètre, ils avaient l'idée de créer une entreprise. Parce que vous faites 10 km sur une autoroute aux États-Unis, vous avez 10 idées, parce que c'est plus grand. Voilà. La France, elle n'a pas vocation à être plus petite dans sa tête que ne l'est un Américain ou un Chinois. Dans notre tête, nous avons une histoire, nous avons une géographie, nous avons des capacités, or nous pensons trop petit. Donc après avoir parlé études, parlons emploi. Je vais laisser Marie vous poser une question sur le CPE. Voilà, votre mesure phare, le CPE. Ah non, je vous arrête tout de suite. La mesure phare, c'était le CNE. Et avec le contrat nouvelle embauche et la politique de l'emploi, puisque je vous rappelle que de 2005 à 2007, nous avons mené la bataille pour l'emploi, nous avons créé 600 000 emplois, 600 000 chômeurs en moins, ce qui n'a pas été égalé depuis 2007. Donc, un taux de chômage autour de 7%. Aujourd'hui, vous voyez, nous nous rapprochons de 10%. La crise est passée par là, c'est vrai, mais nous avons, par une politique volontariste, et je remercie Thierry Breton, Jean-François Copé, Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher, nous avons, par une politique volontariste, réussi à créer 600 000 emplois, ce qui n'est pas rien. Mais justement, donc ce CPE, ce contrat de première embauche qui prévoyait une sorte de période d'essai de 2 ans, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle, donc en fait, je vous explique tout par ma question. On a lu avec attention votre livre, dans lequel vous proposez un certain nombre d'idées pour la France, notamment en faveur de la jeunesse. Et vous expliquez que malheureusement, dans l'état actuel des choses, on ne trouvera jamais de solution pour la jeunesse, puisque, je vous cite, « Personne ne veut courir le risque de l'action qu'était le CPE ». La question n'est pas de savoir si l'idée était bonne ou pas, ce qui s'est passé, c'est plutôt la réaction des Français. Si c'était à refaire, si demain, admettons, vous êtes élu président de la République, est-ce que vous reproposeriez ce contrat, par exemple ? Non, certainement pas, parce que je crois qu'il faut savoir tirer les leçons de l'expérience. Oui, certainement pas, il faut savoir tirer les leçons de l'expérience. Mais tirer les leçons de l'expérience, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et je suis convaincu, d'abord pour corriger un peu ce qui a été dit tout à l'heure, l'échec du CPE, c'est pour une part la mobilisation des syndicats et des jeunes.
mais pour une part seulement. Cette mobilisation n'aurait pas empêché la mise en œuvre du CPE si il n'y avait pas eu une bataille politique beaucoup plus mordante, beaucoup plus cruelle, et qui, elle, a bloqué l'initiative. Donc il faut faire la part des choses. Dans la réforme des retraites, vous avez eu beaucoup de monde dans la rue. Ça n'a pas empêché la réforme des retraites de se faire. Par contre, vous n'avez pas eu la bataille politique que j'ai subie moi dans mon propre camp et qui a conduit au retrait du CPE. Donc dans cet ensemble-là, sans vouloir dévaloriser du tout la mobilisation de certains d'entre vous, mais ce n'est sans doute pas ce qui a pesé le plus. Alors, pour en revenir à votre question, on ne peut pas laisser notre pays, la France, avec un taux de chômage des jeunes autour de 20% et dans les quartiers, un taux de chômage des jeunes qui atteint 40% et parfois davantage. C'est inacceptable. C'est une situation qui pèse extraordinairement lourd dans la vision qu'ont les Français de l'avenir, tout simplement parce que les parents se disent nos enfants n'auront pas le même avenir que nous, et donc ça crée une inquiétude, ça crée une sorte de pesanteur extrêmement forte. Alors comment faire pour modifier cette situation? Soit il y a des réponses ponctuelles du type du CPE ou d'autres versions de contrats spécifiques, mais qui à chaque fois inquiètent, et inquiètent surtout d'ailleurs, et c'est intéressant, les jeunes qui ne sont pas concernés, parce que dans le CPE, ceux qui se sont mobilisés, c'était ceux qui n'étaient pas concernés par cette mesure. Ceux qui étaient concernés par cette mesure, c'était les jeunes les plus défavorisés, et en particulier ceux des quartiers, qui n'avaient pas vocation à se voir proposer un CDI et qui n'avaient pas d'accès au stage. C'est-à-dire des jeunes qui ne se voyaient rien proposer du tout. Et rappelez-vous, j'ai proposé le CPE au lendemain de la crise des banlieues pour répondre à des jeunes qui étaient dans une impasse totale. Des jeunes de 26, 27, 28 ans qui n'avaient même pas fait un stage, tout simplement parce que la loi de discrimination dans notre pays pesait trop fort. Et ce sont les facs, sociologie, lettres, de gens qui avaient des vocations par essence de fonction publique, qui se sont les premiers mobilisés, alors que, par définition, cela ne les concernait pas. Donc c'est pour vous dire à quel point les peurs, les inquiétudes voyagent et finissent par peser très lourd sur les choix politiques. Donc je crois que ce type de contrat aujourd'hui aurait du mal à passer dans l'opinion publique, tant nous tenons à un modèle social qui n'existe à la vérité plus, mais qui, dans les têtes, est encore une garantie qui apparaît comme essentielle. Donc, tout s'écroule autour de nous, mais nous continuons à tenir à nos fantasmes et à nos peurs. Il y a bien un moment où il faudra bien se rendre compte qu'il faut évoluer avec le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons trouver d'autres types de réponses. Et pour moi, la réponse, c'est plus de formation. Nous avons un immense problème d'aiguillage de la jeunesse vers les métiers qui sont véritablement des métiers d'avenir, et nous n'avons toujours pas fait le travail qui consiste à dire à un jeune, vous entrez dans telle voie, il faut que vous sachiez que le taux d'emploi dans le secteur que vous avez choisi et de temps. Par contre, dans tel autre secteur, eh bien, la possibilité de trouver un emploi sera considérablement accrue au cours des prochaines années. Donc les jeunes rentrent dans des filières à l'aveugle. Et cette information, aujourd'hui, elle n'est pas faite de renouvellement de la vision d'avenir de chacun des métiers et de chacune des formations. Le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Il faut être inventif. Comme Premier ministre, j'ai inventé le contrat de transition professionnelle qui doit permettre d'enchaîner les expériences d'un métier à un autre avec souplesse. On doit pouvoir changer de métier, on doit pouvoir avoir plusieurs vies. Regardez, ma propre expérience, moi j'ai été diplomate, je suis devenu membre de cabinet, comme directeur de cabinet d'Alain Juppé, je suis devenu secrétaire général de l'Élysée, je suis devenu ministre, Premier ministre, aujourd'hui je suis avocat, et demain je ferai peut-être autre chose. Vous savez, la vie, elle est faite d'impondérables. Bon. Donc, il faut savoir qu'on ne peut plus, à 25 ans, s'asseoir sur un fauteuil et se dire, à 65 ans, j'en sortirai. Donc il faut inventer des formules souples, et je pense que dans les formules souples, il y a notamment l'exemple allemand qui est particulièrement pertinent. Dans la crise de 2008-2009, ils ont mis en place des formules de chômage partiel qui étaient accompagnées par les assurances sociales, qui permettaient de trouver des réponses ponctuelles à des travailleurs en difficulté et à des entreprises en difficulté, mais qui ont permis de passer le cap de la crise. Donc c'est cette inventivité, cette innovation sociale que nous devons développer. Il faut dire que le dialogue social dans notre pays reste incroyablement
idéologique et archaïque, avec des syndicats qui représentent peu de salariés et qui ont peu de pouvoir, et le résultat, c'est qu'on a du mal à trouver des formules innovantes et inventives dans notre pays. Après le social, je voudrais maintenant vous parler économie. Économie, sujet qui nous passionne tous, étudiants de Dauphine. Je voudrais attirer votre attention en particulier sur la crise de la dette en France aujourd'hui. Donc, scénario hypothétique, nous sommes le 7 mai 2012, vous remportez bravement l'élection présidentielle et vous vous installez à l'Élysée. La France est endettée aujourd'hui à hauteur de 89%. On a un déficit qui devrait atteindre les 5 ou 6% si le gouvernement tient ses prévisions. La situation ne peut plus attendre, c'est vraiment urgent. Donc je vais vous énoncer une série de propositions pour assainir les finances. Je vais vous demander de répondre très brièvement à chacune de ces propositions et une fois qu'on aura fini le questionnaire, je vous laisserai énoncer vos positions plus en longueur. Donc première question, supprimer le bouclier fiscal, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fait. C'est fait. Et donc vous approuvez cette mesure. Qu'est-ce que vous avez contre le bouclier fiscal? Moi j'avais proposé un bouclier fiscal raisonnable. On a inventé en 2007 un bouclier fiscal déraisonnable. De 60 à 50% si mes souvenirs sont bons. Oui, mais avec incluant la CSG et la CRDS, ce qui fait beaucoup plus. Donc qu'il ait été supprimé me paraît normal. Seconde proposition, intégrer les œuvres d'art à la base de calcul de l'impôt sur la fortune. Non. Pourquoi? Parce que la France, c'est la France. Et oui. Même celles qui sont au fond d'une cave et qui ne sont pas accessibles au public? Vous irez vous-même fouiller les caves? Vous savez, moi, je suis un ardent admirateur de la Révolution française. Et la Révolution française, elle n'a pas duré longtemps, puisque, comme chacun sait, elle a dérapé avec la terreur, et qu'on n'est jamais revenu en arrière. C'est-à-dire que la liberté, dans notre pays, reste une idée à inventer. La liberté est quelque chose de précieux, et si la culture, l'art, deviennent l'objet de taxes nombreuses et multiples, nous serons dans un pays où alors, y compris la liberté de penser, sera menacée. Et c'est pour ça que je vais beaucoup plus loin que ne le font tous les autres mouvements politiques. Je pense même qu'il faudrait une exemption jusqu'à un certain montant de la création culturelle dans notre pays. Je ne serais pas du tout choqué qu'un jeune artiste gagnant quelques milliers d'euros et ayant énormément de difficultés à créer, soit totalement exempté fiscalement, tout simplement parce que je pense que la France a vocation à devenir la patrie de la création dans le monde. Et si les Mexicains veulent créer en France, si les Chinois veulent venir créer en France, si les Bulgares veulent venir créer en France, si les Togolais veulent venir créer en France, tant mieux. Plus on aura de créateurs, mieux on se portera. Alors, si on veut pourchasser la base fiscale, tous azimuts, y compris dans les œuvres d'art, je crois qu'on fera une immense erreur. Le résultat d'ailleurs, il est déjà là, c'est que nous taxons plus que nos voisins, plus que l'Angleterre, plus que la Suisse, plus que les autres pays. Et le résultat, c'est que les œuvres d'art qui devraient naturellement venir en France de la part de donateurs ne viennent pas, compte tenu de l'excès de taxation. Donc, suivante mesure, doubler la participation de 1 euro forfaitaire aux actes médicaux. Et peut-être même davantage. Je crois que de ce point de vue-là, nous allons rentrer dans une période où il faudra accepter de rompre le principe d'universalité, que tous ceux qui sont en difficulté et qui ne sont pas susceptibles de pouvoir payer payent moins ou ne payent rien, j'y suis favorable, que ceux qui ont des moyens supplémentaires soient davantage sollicités pour l'ensemble de ces prestations, qu'elles soient santé, école, université. Je crois qu'il faut prendre en compte la diversité des situations. Rétablir des droits de succession élevés? Oui. Clairement, oui. Ah oui, 4 fois, 5 fois, 10 fois, oui, bien sûr. Vous savez, le principe d'une démocratie, c'est que tout doit être à refaire. Les générations d'héritiers, c'est très sympathique. Dieu sait si en France on a des empires qui sont repris en main de génération en génération. Mais combien de crétins à la tête d'entreprise? Mesure suivante qui croise un peu les sujets, retirer les troupes françaises d'Afghanistan. Ah oui, alors là j'étais le premier à le dire, et j'en suis absolument convaincu pour 2 raisons. Oui, il faut les retirer. Alors oui, c'est oui. Oui, pourquoi? Premièrement, parce que le mandat en Afghanistan était un mandat précis. C'était de lutter contre le terrorisme mondial.
Ce mandat a été élargi aujourd'hui à la lutte contre les talibans et à la défense d'un certain intérêt dit afghan. Le tout nous conduisant à soutenir un régime particulièrement corrompu et sur lequel nous n'avons aucune prise, dans un contexte régional où nous ne maîtrisons rien. Le résultat, c'est des pays occidentaux enlisés en Afghanistan et qui sont regardés par l'ensemble des pays de la région comme des bêtes fauves qui se font décimer sur le terrain sans avoir aucune sorte d'efficacité. Le résultat, ni les Iraniens, ni les Pakistanais, ni les Indiens, ni les Russes, ni les Chinois ne participent à l'effort engagé en Afghanistan. Donc, c'est un effort strictement militaire aujourd'hui qui est totalement inefficace. Donc je suis pour un retrait progressif, responsable, mais qui s'accompagne d'une vraie stratégie politique qui nous fait complètement défaut aujourd'hui, politique, économique et sociale, parce que nous le voyons bien, par le biais militaire, nous n'arrivons à rien, nous perdons des soldats dans des conditions qui sont malheureusement celles d'une totale impuissance de notre armée, donc je trouve que c'est absurde, il est temps de retirer nos soldats d'Afghanistan. Une autre mesure, peut-être un peu plus anecdotique, mais finalement pas forcément, porter la TVA de tous les produits alimentaires gras, sucrés, salés à 19,6%. Pourquoi pas 50 Pourquoi pas 100, comme dirait Nicolas Sarkozy? Le taux de base de la TVA, c'est 19,6. L'alimentation est considérée comme un produit de première nécessité à 5,5. Est-ce que les produits gras, sucrés, salés sont vraiment un produit de première nécessité? Non, mais d'ailleurs c'est le chemin que prend la cigarette. Donc c'est parti. Vous savez, la taxation des boissons sacrées, sucrées et autres, c'est un curieux destin. Tous les ministres des Finances successifs se sont vus proposer depuis 30 ans cette mesure. Et tous les ministres de la Santé et tous les premiers ministres, moi y compris. Donc la question c'était de savoir quel était le premier qui tirerait sur la boisson. C'est fait. Donc là, vous êtes sûr que la progression sera inéluctable et ira jusqu'au plafond possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de TVA aujourd'hui possible au-delà de 19,6. C'est pour ça que je propose qu'on puisse augmenter de 2,5 points la TVA, parce que je crois par contre que serait exemplaire une TVA sociale, environnementale et favorisant les exportations. Et donc je crois que moduler la TVA ainsi serait une bonne chose, mais vous ne pouvez pas l'augmenter indéfiniment au-delà des 3 taux qui sont choisis. Mesure phare de Nicolas Sarkozy, poursuivre ou non le remplacement d'un fonctionnaire sur 2 dans le secteur public. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est à peu près en phase, il y a renoncé. Et donc vous êtes d'accord avec ces décisions? Moi j'ai toujours pensé, je suis l'inventeur du mot rabot, mais je l'ai employé strictement dans le sens inverse de celui de l'UMP, avec d'ailleurs Jean-François Copé, qui aujourd'hui l'emploie dans un autre sens que celui originel, puisque j'avais inventé la formule, on ne fait pas une bonne politique avec un rabot. Et c'est devenu, il faut utiliser le rabot pour gérer la fonction publique. Inutile de vous dire, quand vous êtes fonctionnaire, c'est inacceptable, et c'est sans doute ce qui a conduit la majorité à se mettre à dos toute la fonction publique, et c'est ce qui risque de lui coûter très cher dans les prochaines élections. Personne n'a envie d'être traité comme un troupeau. Alors, un mouton sur 2, oui, mais un fonctionnaire sur 2, non. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas inutiles, il y en a même beaucoup, et même la majorité, et il est donc normal, quand on apprécie la réduction dans la fonction publique, qu'on prenne en compte les tâches qui sont effectuées, mais surtout qu'on redessine la fonction publique. Parce que moi, ce qui me choque le plus dans le hachoir ou dans le rabot, c'est que ça ne nous fait pas redessiner une fonction publique. Le Canada, quand ils ont mis en place leur grande réforme de l'État, ils ont redessiné une fonction publique avec de nouvelles méthodes et de nouveaux secteurs. Et en particulier, ils ont créé un système où il y a des passerelles entre les différentes fonctions publiques. Si vous créez plus de souplesse dans la fonction publique, et qu'un policier qui est épuisé par la fonction de policier au bout de 10 ans a la possibilité de servir au ministère des Finances ou de servir aux Affaires étrangères, eh bien vous lui offrez une perspective. Donc une réforme profonde de la fonction publique ne peut pas être une réforme arithmétique. Et croyez bien que chez les fonctionnaires de notre pays, qui sont des gens de qualité, qui s'engagent avec une vraie vocation du service public, je sais bien que dans des universités comme les vôtres, on se dit et on répète que l'État est trop lourd. C'est vrai, il faut le modifier, il faut plus de souplesse, il faut plus d'imagination, mais vous ne pouvez pas faire cela sans une certaine humanité. Et l'arithmétique, ce n'est jamais humain. À propos d'arrêt. Merci pour les fonctionnaires présents dans la salle. Alors certes, l'arithmétique n'est pas humaine, mais les chiffres sont là. On va justement parler de la crise de la dette en Europe. Les chiffres nous imposent certaines conditions quand même.
Marie, vas-y. Alors avant justement d'aborder cette question de la crise de la dette en Europe, je voudrais me permettre la petite contrepétrie bien involontaire de Copé dernièrement sur RTL qui préconisait un rabot pour les niches. Je vous laisse réfléchir. Donc, ça y est, ils ont compris. Blague à part, un sujet un peu plus grave, un peu plus lourd, la crise de la dette, encore une fois, mais cette fois-ci en Europe. Une fois de plus, je vais citer votre livre, Notre vieux pays, que, une fois de plus, nous avons lu attentivement. Vous proposez une petite solution à ce problème de la dette. Vous proposez que la Banque Centrale Européenne prête aux États jusqu'à 60% d'endettement de leur PIB. Au-delà de ce seuil de 60% qui est celui de Maastricht, les États iraient emprunter sur les marchés, donc avec d'autres taux et d'autres problèmes. Sur cette proposition, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Alors premièrement, pour les Dauphinois qui avaient bien appris vos cours de macroéconomie, si la Banque Centrale Européenne prête aux États, la masse monétaire augmente avec un risque d'inflation. Ma première question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'au final on serait perdant? Et surtout, ma seconde question, c'est est-ce que ce ne sont pas justement les États qui ont un problème de dette, qui ont une dette supérieure à 60% du PIB, qui auraient besoin de la Banque Centrale Européenne, alors que ceux qui n'ont pas encore dépassé ce seuil de 60% peuvent finalement très bien aller emprunter sur les marchés sans problème? Vous avez raison. Simplement, les 60%, c'est une garantie qu'on leur apporte. Et c'est pour ça que, parlons clairement, il s'agit de mutualiser les dettes jusqu'à 60%, on pourrait prendre 50% ou 40%. Certains préconisent d'y aller progressivement. Enfin, je considère que jusqu'à 60%, nous ne sommes pas dans une zone dangereuse, donc la garantie est une garantie qui peut facilement être apportée. Mais la contrepartie de cette mutualisation, c'est de créer un instrument, les euro-obligations, qui permettent justement à l'Europe de trouver là un moyen de garantir cette dette, qui est un moyen souple, adapté et qui donnerait une certaine vitalité à l'économie européenne. Donc, que par ailleurs nous nous mobilisions pour les États qui sont le plus lourdement endettés, qui ont 90, 100%, 120% comme certains États, voire davantage. Bien sûr, faisons-le à travers, premièrement, un fonds de stabilité renforcé. Un fonds à 440 milliards ne permet pas de couvrir les besoins cumulés de la Grèce, du Portugal ou de l'Italie. Nous sommes très loin du compte. Mais dans le long terme, je pense que nous adresserions au marché, nous adresserions à la communauté internationale un message très fort en mutualisant nos dettes et en ayant cet instrument des euro-obligations, parce que nous stabiliserions complètement, à travers une garantie incontournable, la situation de l'euro. Or, aujourd'hui, l'euro souffre de deux choses. D'une part, l'inquiétude des dettes, et d'autre part l'absence d'un gouvernement économique. Donc nous sommes en permanence en situation de prendre des mesures supplémentaires, mais qui sont trop faibles par rapport aux inquiétudes, et donc nous ne faisons rien d'autre que mettre la poussière sous le tapis. Ça fait maintenant plus de 2 ans que régulièrement, de Conseil européen en Conseil européen, nous mettons la poussière sous le tapis, mais avec en permanence le risque de catastrophe qui existe encore aujourd'hui, le risque de chaos qui est au bout du chemin. Dans ce cas, je vais vous ressortir l'argument allemand. Est-ce que c'est normal que les Allemands qui se sont serrés la ceinture payent pour les Grecs qui n'ont pas su gérer leur compte public? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est leur intérêt. Vous savez, c'est très simple. Hein. Faites de l'économie, de la politique, et là nous sommes dans un problème qui est un problème global, qui dépasse l'économie, qui dépasse le politique, et qui touche à l'ensemble de l'équilibre européen. Imaginez une catastrophe grecque. C'est toute l'Europe qui en porte les conséquences. L'Europe aujourd'hui, elle est dominée par qui? Par l'Allemagne. L'Allemagne, quel est son premier marché? L'Europe. Quel est le premier pays qui sera affecté par une crise de l'euro et de l'Europe? L'Allemagne. Donc les Allemands ont fondamentalement intérêt à assumer leurs responsabilités. Par contre, ils ont vocation à ne pas le faire éternellement, donc il leur faut des garanties. Et la première des garanties, c'est qu'ayant payé une fois, ils ne paieront pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est pour cela que la réponse doit être structurelle. Il faut régler les problèmes des dettes européennes et il faut asseoir par un gouvernement économique les décisions des pays de l'euro sur des bases suffisamment solides
pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation. Ça veut dire créer un chemin vertueux, un chemin de convergence, qui implique donc un certain nombre de mesures d'harmonisation fiscale, budgétaire, sociale, qui, sur non pas, comme on voudrait le faire d'ici à 2013, parce qu'entre nous c'est une utopie complète d'imaginer qu'on va revenir à la vertu en 2013, nous n'y arriverons pas, mais à mon sens sur 10 ans, il a fallu 10 ans aux Allemands pour arriver à cette vertu-là. Sur 10 ans, retrouver ce chemin d'intérêt commun. Alors pourquoi est-ce que l'Allemagne dit non aujourd'hui ? Pas pour des raisons d'intérêt national allemand, pour des raisons électorales. Et évidemment, les intérêts de Mme Merkel ne sont pas forcément les intérêts de l'Allemagne. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique d'harmonisation, de C'est mutualisation tout le problème de nos démocraties. Nos démocraties aujourd'hui, elles sont beaucoup plus vulnérables que les pays qui ne sont pas des démocraties, dès lors qu'il s'agit de prendre des mesures difficiles et impopulaires. Le résultat, c'est que les pays qui s'en tirent le mieux sont des pays... L'inverse de ce qu'on imaginait il y a 10 ou 15 ans, l'inverse de ce qu'imaginait Nicolas Sarkozy en 2007. C'est-à-dire, ceux qui s'en tirent bien, des États forts, des États très forts, voire autoritaires, qui sont capables de prendre des mesures en toutes circonstances, en fonction de ce qu'on croit ou on estime être l'intérêt général. Vous savez, en Chine, on demande l'avis de personne quand il s'agit de prendre telle et telle décision d'infrastructure ou telle et telle décision concernant la planification à 10 ou 20 ans. Donc, à un moment donné, nos démocraties payent le prix de cette incapacité à créer un consensus, de cette incapacité à faire valoir l'intérêt général. Et c'est bien pour ça que, je le redis très clairement, pour moi c'est tout l'enjeu de la campagne qui s'ouvre. Soit nous sommes capables d'avoir un gouvernement de rassemblement national, c'est-à-dire une véritable union nationale. Et croyez-moi, on n'a pas ce qu'il faut de tempérament, de caractère, d'intelligence politique pour se passer des uns ou des autres. C'est-à-dire tout le monde rassemblé en 2012 pour tirer dans le même sens, soit notre pays ira de déconvenu en déconvenu. Et je le redis, la menace de récession mondiale, la menace que constitue la crise est sans doute la plus importante, d'autres l'ont dit avant moi, non pas des 50 dernières années, mais des 100 dernières années. Ça implique quand même qu'on fasse les uns et les autres un petit effort. Alors maintenant, on va faire une petite pause vidéo, puisque vous étiez déjà venu à Dauphine en 2008, et ce débat avait été particulièrement remarqué par l'une de vos sorties sur la presse écrite française, que vous aviez qualifiée de pâté pour chat. Donc justement, on va voir cet extrait. Alors je crois que l'image n'est pas très bonne, mais le son y est, c'est l'essentiel. En régie, est-ce que vous m'entendez? Allô les studios, allez-y. Je vous promets que dans certains cas, l'époque impériale, à bien des égards, paraissait plus libre que parfois la lecture des quotidiens nationaux. Et j'estime qu'il y a un besoin d'indignation. Vous savez, quand vous voyez le déclin de la presse écrite, j'allais dire que vous faites le tour de la presse écrite. Moi, en général, je fais le tour de la presse dans ma voiture. Heureusement que mes trajets se sont raccourcis, parce que au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à lire. C'est vraiment de la pâté. Je tiens à préciser que Stéphane Hessel était dans la salle. Hein. On n'était pas encore là. là. Pour le besoin d'indignation. Donc, est-ce que vous trouvez toujours que la presse écrite française est de la pâté pour chat? Y a-t-il quelques titres quand même qui se démarqueraient? D'abord, regardez les unes. Elles se ressemblent toutes. Deuxièmement, quelle est la durée de vie d'un article politique, économique ou international? Une demi-journée. Oui. Bon, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le journal aujourd'hui, quand vous le lisez le lendemain, vous avez l'impression de lire quelques tablettes d'antiquité. La durée de vie et de consommation des produits médiatiques se réduit d'heure en heure et de jour en jour. Donc le résultat, c'est que la capacité que nous avons à nous projeter dans l'avenir, à penser l'avenir et à penser l'intérêt commun est de plus en plus limitée. Vous lisez le Figaro, vous avez une vision du monde dont on peut dire qu'elle est quand même extraordinairement rétrécie. Vous lisez Libération, vous lisez tel et tel autre journal, vous avez à chaque fois des regards sur le monde qui sont intéressants, mais qui ne reconstituent pas le monde. Et en particulier, vous avez, à mon grand regret, un manque d'information internationale que je trouve extraordinairement triste. C'est encore plus vrai dans la presse audiovisuelle, mais on ne peut pas quand on a 20 ans, on ne peut pas quand on a 40 ans, quand on est un citoyen actif, se passer à ce point-là d'informations sur le monde. Tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui les uns et les autres complètement dépendants
de ce qui se passe, des opportunités, des idées, des innovations qui ont lieu un peu partout sur la planète. Or, si on ne connaît pas les enjeux mondiaux, eh bien, on n'est pas un acteur du monde. Alors, il faut être un citoyen français, bien sûr, mais il faut être aussi un citoyen européen et mondial. Ça implique d'être beaucoup plus et beaucoup mieux informé que nous le sommes. Avant de passer aux questions publiques, on a quelques questions à vous poser. On attend des réponses très brèves. Si vous souhaitez vous étaler sur un sujet, mais on pense qu'il sera plus préférable de passer aux questions, ce sera après le jeu. Donc, Marie, à toi. C'est un petit jeu, il faut répondre en moins de mots possible. Première question. Nicolas Sarkozy en un mot. Tel qu'en lui-même. L'éternité le change. Jacques Chirac en un mot. Ah bah alors là, c'est encore plus vrai. Alors justement, on a d'autres mots de vous au sujet de ces deux hommes. On a la deuxième vidéo qui doit passer en régie. Ce sont des extraits du film La Conquête et du film Les Fauves de Patrick Rothman sur le duel Nicolas Sarkozy-Dominique de Villepin. Plus tard, il dira « Chirac ne m'a pas nommé Premier ministre, je me suis imposé. » Version plus crue, j'ai violé Chirac. Ce type n'a rien dans le crâne, c'est moi son cerveau, je le guide, dit Villepin de Chirac. Villepin l'excommunie. Nous n'avons pas besoin de ce nabot, de ce garnement, de ce petit vaurien de baladurien. Il ne pèse rien. Je passe devant le nain, je vais te baiser, et avec du gravier même. Attendez, le meilleur est à venir. Alors, ce sont des citations. Tu as entendu François Terre? Tu l'as entendu comme moi? On le tient par les couilles. Non, attends, un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France? Est-ce que vous confirmez ces propos? Alors, tout ça est apocryphe. Et je remarque avec plaisir que les citations qui voyagent le mieux sont celles que vous n'avez jamais employées. Et ça fait partie du miracle médiatique, parce que je pourrais citer les journalistes qui sont les auteurs de ces citations, mais je ne le ferai pas parce que c'est inutile, j'ai horreur de la délation. Mais c'est très curieux de voir comment on peut remplir des livres de fausses citations, et à partir de là, ces citations sont colportées par les uns et par les autres. On passe du coq à l'âne. À combien le SMIC horaire brut s'élève-t-il aujourd'hui? Autour de 1000, enfin brut ou net. Horaire. Ah, horaire, alors là, je suis nul en mathématiques, donc oui, j'aurais pas pu rentrer à Dauphine. Mais enfin, en tout cas en net, c'est mis autour de 1000. On a autour de 9 € aujourd'hui. Et selon vous, est-ce qu'il faudrait l'augmenter? Dans le contexte économique actuel, je ne suis pas sûr qu'une augmentation du SMIC soit la meilleure réponse à apporter. Par contre, encourager et faire un effort beaucoup plus important que nous le faisons en termes de formation pour pouvoir justement marquer une progression des salaires me paraîtrait une très bonne chose. Trop de salariés français végètent au niveau du SMIC sans avoir la possibilité de promotion. Je pense que c'est d'abord par la formation que doit se faire l'augmentation des salaires. Alors on passe à nouveau du coq à l'âne, mais c'est aussi un moyen de tester votre sens de la réalité, qui est Lady Gaga. Écoutez, c'est une charmante jeune fille, il se trouve que j'ai dîné avec elle hier soir. Son costume n'était pas tout à fait de viande, mais non, je ne dirais pas que je l'aurais léché partout, mais non. Il n'y a qu'une chose que je lui reproche, c'est ses chaussures. J'ai du mal à suivre. Élection présidentielle maintenant. Si vous deviez faire un choix, Marine ou François? François. François, clairement. Une petite question qui a piégé les candidats du second tour en 2007. Combien avons-nous de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en France? Si je voulais faire une réponse facile, beaucoup trop, mais c'est pas vrai. Non. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire que dire une bêtise. 4. Bon, je ne vous demande pas les noms.
Non, il faut l'invincible, l'insubmersible, l'impénétrable. Triomphant, téméraire, vigilant, Voilà, terrible. Voilà, Vous étiez pas là. ouais, c'est pas compliqué. Pronostic pour dimanche prochain, France ou Nouvelle-Zélande? Non, mais France, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, on est avec des joueurs qui partent en boîte de nuit le soir de leur victoire, c'est pas gagné. Bon. Donc je pense que le coach doit sévir un peu. Et là, on gagnera. Bon. Et mais je serai Nicolas Sarkozy, j'irai là-bas. Vous allez regarder. J'irai là-bas. C'est bien. Et vous allez regarder le match? Ah oui, je vais regarder le match, oui, bien sûr. Voilà, on va maintenant passer aux questions libres du public. Donc normalement, il y a des micros qui circulent dans la salle. Merci de vous signaler auprès d'eux si vous avez des questions. Le mieux, c'est que vous passiez les micros. On va vous demander de poser des questions relativement concises. Beaucoup de gens veulent en poser, donc faites le plus bref possible, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. C'est des personnes. Merci de vous lever quand vous posez vos questions, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Alors, Jacques Le Guen, l'un de vos derniers soutiens parlementaires, selon Le Parisien, a démissionné du parti République Solidaire, prétextant, selon ses propres mots, ne pas pouvoir porter la responsabilité morale de l'élimination du candidat de notre famille à l'élection présidentielle. Les propos sont à portée du point. Ma question est la suivante. Derrière votre projet politique, n'y a-t-il pas aussi la volonté pure et simple d'empêcher un deuxième mandat du président Sarkozy et d'ainsi affirmer implicitement votre soutien au candidat de Corrèze, François Hollande, comme l'a fait explicitement Jacques Chirac? En d'autres termes, François Hollande a affirmé vous donner sa voix en cas de second tour Villepin-Sarkozy. En feriez-vous autant? Question difficile. En tout cas, ce que je peux vous dire très clairement à l'heure d'aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy n'a nullement besoin de moi pour perdre. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est le souhait que je fais. Je reste convaincu, depuis le début du quinquennat, que l'une des erreurs fondatrices a consisté à ne pas tirer les leçons des difficultés et des échecs. Moi, je suis, indépendamment de mes convictions religieuses, un ardent partisan du point que l'on fait le matin, certains l'appelleront la prière du matin et la prière du soir. Si tous les jours on ne fait pas le point sur ce qu'on a fait de bien ou de mal, on n'avance pas. Or, la difficulté avec le gouvernement, c'est qu'il pratique la méthode Coué. C'est « tout va bien, madame la marquise ». Et tout est toujours pour le mieux. Les Français n'ont pas ce sentiment. Donc si la majorité va aux élections dans la posture qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire en donnant le sentiment qu'on n'écoute pas les Français, qu'on ne tire pas les leçons des difficultés, qu'on n'est pas en phase avec eux, qu'on ne les comprend pas, et je vous le dis, le match, il est joué. Donc la question, c'est pas de savoir si une candidature comme la mienne est susceptible de faire perdre Nicolas Sarkozy. Je pense qu'aujourd'hui, il faut raisonner en termes de démocratie. La démocratie, c'est le choix. Et le choix, c'est quoi? C'est l'expérience, c'est la conviction et c'est la proposition. Moi, je fais une proposition qui est susceptible de mettre tout le monde d'accord, puisque je suis convaincu qu'aujourd'hui, une élection présidentielle qui serait du même style que les précédentes n'apporterait rien, hormis le rituel démocratique. Donc ma conviction, c'est que nous avons besoin d'union nationale et qu'en 2012, c'est le candidat qui sera le plus susceptible de rassembler les Français qui méritera de gagner. Et c'est ça le vrai concours. Vous savez, quand vous étiez gamin, sur les plages, il y avait le concours Chocobéenne. Et bien là, c'est pareil. Il s'agit de savoir si on est prêt à partager les idées des autres, les bonnes idées des autres. Une fois de plus, il n'y a pas les bonnes idées d'un côté, les mauvaises idées de l'autre. Nous avons besoin aujourd'hui de rassemblement, de propositions et de partage. Donc c'est tout le sens de cette élection, c'est de faire émerger celui qui sera le plus capable de rassembler les Français. Et je dois dire que de ce point de vue, vous verrez à quel point les jeux ne sont pas faits. Quand vous êtes à 20% dans la politique française,
au tournant de l'année, il est très très facile de se retrouver à 12% ou à 10%. Et quand vous êtes à 5%, ce qui est mon cas, il n'est pas impossible de vous retrouver beaucoup plus haut en quelques semaines et quelques mois. On voit que vous suivez de près les sondages. Pardon ? Vous suivez de près les sondages. Ah, je suis très près des sondages, oui, bien sûr. Une autre question. Allez-y à gauche. Bonsoir. Il faut appuyer sur le Bonsoir, bouton. Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. J'aurais voulu savoir quelle était votre position concernant Adopi et Internet et les libertés en général. J'allais dire qu'Adopi aujourd'hui est un pis-aller. Il a ce système a pour seule vertu de marquer la nécessité de rémunérer la création. Mais, à l'évidence, ce n'est pas le meilleur système possible. Et c'est pour cela que, poussant la réflexion, je suis convaincu qu'il faudra arriver à un système proche de la licence globale qui conciliera la liberté et en même temps une rémunération donnée aux créateurs. Et de ce point de vue-là, nous sommes encore dans la préhistoire de l'Internet et des réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut arriver à considérablement changer, innover, et ce sera le travail des prochaines années. Mais aujourd'hui, on essaye de trouver un équilibre entre un système de rémunération et un gendarme Internet qui me paraît peu satisfaisant à bien des égards. Alors, une autre question, est-ce que le micro est prêt? Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. J'aimerais savoir comment vous pouvez affirmer d'une part apprécier et aimer le patrimoine français, que ce soit nos maisons, les bâtiments et les entreprises, et d'autre part vouloir augmenter les droits de succession, sachant que nos maisons et nos entreprises sont déjà rachetées par nos amis européens ou asiatiques. Parce que vous pensez qu'en restant dans les mêmes mains, il y a plus de chances qu'elles ne passent pas à l'étranger. Non, mais je pense que les entreprises françaises ont plutôt intérêt à rester dans des mains françaises. Oui, mais là vous parlez des entreprises familiales, c'est une toute petite partie de l'activité économique et industrielle. Et aujourd'hui, rien n'est plus stimulant dans le cadre d'une majorité d'actionnaires ou d'un pacte d'actionnaires que d'avoir une garantie de compétences. Vous savez, le nombre excusez-moi, j'allais dire de dégénérés, mais de fils de famille qu'on a vu à la tête d'entreprises totalement incompétents et menant les entreprises à leur perte. Je crois qu'au contraire, on a intérêt à être dans un temps de compétence, dans un temps de stimulation, dans un temps d'émulation. Et je crois qu'il faut que le talent le mérite, soit la seule garantie de promotion. Donc je ne crois pas à une démocratie d'héritiers. Et partout où l'héritage constitue la règle, ça conduit à une catastrophe, ça conduit à une caste, ça conduit à des intérêts qui sont maintenus dans quelques mains. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de notre pays. Moi, je crois au renouvellement et je crois que chacun doit avoir sa chance, sans quoi, vous verrez, alors à Dauphine, des dynasties se constituer. Pourquoi pas aussi mettre comme on le faisait dans les églises auparavant, mettre votre nom sur votre siège pour que votre fils, votre fille puisse en bénéficier dans quelques années. Non, personne n'est propriétaire de la démocratie, personne n'a vocation à être propriétaire ad vitam aeternam d'une entreprise par le seul fait de ses moyens financiers. Une autre question, allez-y, levez-vous. Bonsoir Monsieur de Villepin. Bonsoir. J'avais une question concernant la crise des dettes souveraines. Donc Standard & Poor's a annoncé ce matin elle donnait un avertissement au gouvernement français pour la pousser à gérer son budget de façon à réduire sa dette. Et je voulais savoir si vous pensez qu'aujourd'hui les pays européens ont encore une souveraineté budgétaire sur leur économie. Vraie question. La souveraineté, l'indépendance, telle que le général de Gaulle avait l'habitude de l'appeler, est une vraie question pour tous les États-nations. C'est vrai pour les Européens, c'est vrai pour les autres. Alors il y a deux façons d'accroître son indépendance. Il y a renforcer cette indépendance dans des domaines où votre souveraineté ne s'exerce plus. Je prends un exemple très simple, énergétique. Aujourd'hui, chacun des États européens achète son pétrole et son gaz dans son coin. Et chacun négocie avec les grands acteurs producteurs du marché gazier et pétrolier mondial. Nous sommes donc faibles. Si les Européens avaient une politique énergétique commune, eh bien, ils se mettraient en poule et auraient une capacité à négocier les prix et donc à stabiliser ces prix sur le long terme beaucoup plus grande. On gagnerait en souveraineté en se mettant ensemble.
On serait plus indépendant. Donc, le fait de s'inscrire dans une communauté, s'inscrire dans une union, n'est pas forcément perte de souveraineté ou perte d'indépendance. Inversement, la dette qui s'accroît nous place dans des mains étrangères. La dette française est de plus en plus dans les mains allemandes ou dans les mains d'autres grands pays, la dette européenne de plus en plus dans les mains chinoises ou dans la main d'autres pays. Ceci est une atteinte très forte à notre indépendance. Et c'est pour cela que je propose comme acte très fort d'indépendance nationale, très rapidement, c'est quelque chose que nous pourrions faire dans les prochains mois, pas besoin d'attendre les élections présidentielles, je propose que nous décidions d'un grand emprunt national pour limiter la part de notre dette et rapatrier une part de cette dette dans des mains françaises. Voilà un acte qui accroîtrait considérablement la capacité française à peser sur son propre destin. On a une question à droite. Ah. Enfin, à gauche pour pas synchro. À gauche pour vous, à droite pour nous. À notre droite. Bonjour, j'ai une question assez importante. Ah, j'en suis sûr. Alors dites-le lentement, parce que ce qui est important doit s'énoncer lentement. Très très clair. Vous nous demandez d'être citoyen et vous voulez être acteur du rassemblement. Ma question est, pourquoi n'avez-vous jamais brigué un mandat local ? Et j'aimerais savoir en quoi ça pourrait être contradictoire avec vos projets présidentiels ou pas. Et puis en restant sur la question du bassin local, la question de l'économie est très importante, la question des contrats aussi. Vous parlez de formation qu'il faudrait encourager pour que les gens puissent évoluer, changer de métier. Mais aujourd'hui, les contrats qu'on propose sont principalement des contrats en CDD, intérim, qui servent à produire dans des bassins très locaux, très spécialisés, et donc sur des métiers peu rémunérés. Alors que proposez-vous au-delà de la formation pour trouver des ouvriers qui aillent dans ces postes? Alors d'abord sur la filiation politique. Moi je n'ai jamais été élu, vous avez raison. C'est pas un choix que j'ai fait. J'ai pas, quand j'ai 20 ans, je me suis pas dit tu ne seras jamais élu mon fils. Non. Il s'est trouvé que les responsabilités que j'ai exercées se sont enchaînées. Pour certains, elles se sont enchaînées trop vite. 7 années secrétaire général, 2 années directeur de cabinet d'Alain Juppé, 7 années secrétaire général de l'Élysée, 5 années de vie ministérielle et Premier ministre. Bon, voilà. Ça m'a conduit en 2007. Je ne sais pas quand j'aurais pu être élu. Vous savez, il y a quelque chose de fascinant dans la vie politique française, c'est la capacité qu'ont nos élus à cumuler les responsabilités. Moi, je considère comme un acte de salut public et par référendum pour le nouveau président de la République de faire voter un cumul, le non-cumul des mandats strict, que chacun fasse bien ce qu'il a à faire. Dans ce contexte, une fois de plus, je n'ai pas eu le choix de l'élection. Alors j'aurais évidemment pu faire comme d'aucuns, étant Premier ministre, annoncer 6 mois avant la fin eh bien, chers amis, je me suis réservé une circonscription dans le 7e arrondissement. Bon. Madame Rachida, dehors. Vous trouvez ça bien? Vous savez, c'est tellement facile quand on est un homme politique que de se choisir un fromage. Tellement facile. C'est un sport national. Allez hop, je me fais une petite circonscription bien tranquille, écarte-toi de là que je m'y mette, et voilà, je suis député. Et ça, on m'en a proposé 10 comme ça. Mais j'ai jamais cru que ce soit la démarche la plus honnête et la plus responsable que l'on puisse avoir en politique. Donc, j'ai attendu mon heure. Et j'estime que, voilà, être élu, ça implique, à un moment donné, de faire le choix d'être élu, pas de se réserver un poste. Sur la question des contrats malheureusement précaires et le problème de la formation. Nous retrouvons l'incapacité dans laquelle nous sommes au niveau national de penser l'avenir. On a fait un petit effort très ponctuel à travers les investissements d'avenir. Mais aujourd'hui, pour avoir un contrat stable, un CDI, encore faut-il qu'il y ait une garantie d'emploi pour une durée suffisamment longue. Et de ce point de vue-là, nous avons une insuffisance de planification de l'économie française que je trouve pour ma part regrettable. Je suis convaincu que nous manquons d'un instrument.
Et c'est pour cela que je propose un Conseil national stratégique en matière économique qui fasse la synthèse de l'ensemble de nos ambitions, de l'ensemble de nos moyens et de l'ensemble de nos capacités pour éclairer le chemin économique français, et notamment en matière industrielle. Notre industrie régresse tous les ans, diminue tous les ans. Nous avons donc besoin de savoir les secteurs. Alors on peut discuter, est-ce qu'on a encore un avenir dans le textile, est-ce qu'il faut se cantonner dans l'aéronautique, l'automobile ou quelques autres, mais nous avons besoin d'éclairer l'avenir à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. À partir de là, on saura s'il faut former davantage de métallurgistes, davantage de spécialistes de la chimie ou dans le secteur des biotechnologies. C'est ce travail-là qui, aujourd'hui, bloque. Nous avons une vision à court terme de notre économie, et dès lors que cette vision n'est qu'à court terme, tout est précaire et tout est fragile. Et c'est pour ça que le travail de formation ne peut que s'inscrire que dans une vision longue de l'économie française, et donc de l'économie européenne. C'est un travail que nous devons être capables de faire à plusieurs, et de ce point de vue, tout est à inventer. Le renforcement du noyau dur franco-allemand qui va peut-être complètement exploser avec la crise de l'euro. S'il y a une baisse de la notation française, c'est tout le tandem qui va exploser. Repenser le groupe pionnier des États, des 5, 6, 7 États qui doivent penser la nouvelle Europe et faire en sorte en plus que cette Europe soit véritablement inscrite dans un pôle européen. Ça veut dire entraîner au-delà de l'Europe le Maghreb, la Russie et l'ensemble des pays baltes, des pays du Balkan et du Caucase. Voilà, je crois qu'on n'a pas le temps de poser d'autres questions. Encore une. Allez, encore une. Attention. Ah, désolé. Bonjour. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Alors, on assiste aujourd'hui en France à une fuite des cerveaux peut-être mesurée vers l'étranger. Ouais. C'est pour ça que certains ont pensé que ce serait bien de dire que je jettais le cerveau de Chirac. Phrase que je n'ai jamais prononcée. Alors, que pensez-vous de la circulaire Guéant qui vise à compliquer, à limiter les changements de statut des... J'ai pas entendu la fin. Qui vise à limiter et à compliquer les changements de statut des étudiants étrangers qui ont trouvé un emploi en France et auxquels on refuse un changement de statut d'étudiant à salarié. Je comprends très bien qu'un ministre de l'Intérieur ait le souci de mettre en place une politique de sécurité. Mais je ne crois pas que la politique vis-à-vis des étudiants étrangers relève d'une stratégie de sécurité. Ça relève d'une stratégie et d'une vision à la fois de l'intérêt économique français et de notre stratégie internationale. Et dans ce contexte, plus nous serons accueillants, plus nous serons souples et plus nous serons soucieux d'utiliser les compétences de ceux qui ont été formés par nous et dont nous savons qu'ils reviendront un jour dans leur propre pays et qui constitueront des interlocuteurs pour nos entreprises, pour nos administrations, pour nos PME, plus nous valoriserons l'intérêt du marché français. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est une vision partielle d'un problème beaucoup plus large. Et de ce point de vue-là, je regrette que le Premier ministre n'ait pas fait valoir les autres aspects et les autres enjeux, et notamment économiques et internationaux, de cette politique vis-à-vis des étudiants étrangers. Mais vous voyez, c'est tout le problème dans un pays où Matignon ne fédère pas l'ensemble des énergies gouvernementales. Nous avons aujourd'hui un Premier ministre trop faible par rapport au Président de la République, et ça fait partie des déséquilibres institutionnels. Et c'est pour cela que dans les propositions que je fais, il y a le souci de réduire le nombre de ministres. Nous avons besoin de moins de ministres, mais plus puissants, et je pense que 10 ministres, c'est amplement suffisant. Au moins, chacun d'entre nous, on connaîtra leur nom, et on saura quelle est leur responsabilité, et on pourra les juger. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy disant au début du quinquennat, « Je jugerai les ministres, et ceux qui feront mal leur métier seront virés ». J'ai vu des ministres qui sont partis, et j'ai pas vu beaucoup de ministres virés. Deuxièmement, et en tout cas pas de Premier ministre viré. Deuxièmement, en ce qui concerne les régions, c'est un élément essentiel, parce que dans une stratégie politique, vous avez besoin d'outils et de leviers. Le problème de la démocratie française sur le plan politique, c'est que nous n'avons pas de levier. Il y a une impuissance du pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas l'outil. Avec 22 régions, croyez-moi, vous ne pouvez pas être puissant en Europe et dans le monde. Et c'est pour ça que je vous propose 8 grandes régions métropolitaines, associées avec le Président de la République et le Premier ministre, dans un conseil territorial, comme le Conseil des ministres, qui se réunirait tous les 15 jours pour définir une stratégie territoriale par grande région pour notre pays. Vous verriez alors, en termes de délocalisation, en termes de compétitivité, à quel point nous serions plus forts, plus puissants et surtout plus capables d'anticipation. Vous voyez que le chantier, c'est un véritable chantier de refondation
Alors quand vous voyez aujourd'hui le pipi de chat que constituent la plupart des programmes politiques qui vous sont proposés dans l'échéance 2012, vous pouvez vous convaincre d'une chose, l'élection n'a pas commencé et c'est tant mieux. J'espère que l'élection verra des personnalités fortes s'affronter de la façon la plus virile et la plus correcte possible, que les écrans de fumée auxquels nous assistons depuis quelques semaines des affaires ne viendront pas polluer, et ça dépend beaucoup des candidats et de la maîtrise qu'ils ont de leurs propres propositions, et j'espère que le fond l'emportera sur la forme, c'est-à-dire que les Français, une nouvelle fois, ne prendront pas des vessies pour des lanternes. 40 ans d'enfumage, ça suffit. Voilà pour le mot de la fin. Merci Dominique de Villepin d'être venu à l'Université Paris-Dauphine. Merci à vous d'être venus si nombreux. J'aurais deux petites infos à vous communiquer. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook en ajoutant le profil Dauphine Débat. Et j'aimerais bien vous annoncer le prochain événement. Nous organisons un café politique la semaine prochaine avec Claude Goasguen. C'est une manière privilégiée de rencontrer le député maire du 16e arrondissement qui aura lieu au café Le Dauphine, l'ancien café court. Et enfin, c'est une nouvelle tradition à DDD. Notre premier invité de l'année devient notre parrain. Donc la promotion 2011-2012 va devenir la promotion Dominique de Villepin. Donc nous aimerions bien... Donc nous allons lui remettre... Si, là, vous prenez un grand risque. Hein. Prenez un grand risque, vous êtes marqué à vie. La promotion précédente était la promotion David Douillet, donc je pense que cette année, on sera mieux. Là, il n'y avait aucun risque. Alors là, c'était une promotion très protégée.